Bonsoir à toutes et tous et bienvenue donc pour cette conférence qui se déroule dans le cadre du cycle L'Humain Recomposé, donc qui est un cycle organisé avec l'Université de Poitiers, avec Lydie Baudiou, qui est historienne et vice-présidente de l'université, et Thierry Houet du CHU de Poitiers. Donc c'est un cycle L'Humain Recomposé qui nous permet d'aborder, de présenter des conférences une diversité, on va dire, de disciplines et de regards sur cette thématique-là, et aussi de mettre en valeur la recherche qui est menée à Poitiers, à l'Université de Poitiers, au CHU en l'occurrence. Et donc ce soir, c'est un grand plaisir de recevoir le professeur Rémi Guivin, donc, qui est radiologue au CHU, pour nous parler d'imagerie médicale. Et ce titre, le jumeau numérique par l'image, donc qui est un petit peu énigmatique, je dois l'avouer, et dont il va nous parler. Je laisse Thierry Houet peut-être présenter plus amplement notre invité. Merci Héloïse. Bonsoir et merci donc d'être présent. Et c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de présenter Rémi pour cette présentation, effectivement, sur d'abord pour plusieurs raisons, sur la recherche qu'il mène, effectivement, qui est vraiment une recherche de pointe, avec des collaborateurs dont certains sont dans la salle, qui nous hissent aujourd'hui au niveau de notre communauté poitevine, vraiment à un rang extrêmement visible et important, avec l'installation de ce set-là que vous devinez. Alors bien sûr, c'est la photo de nuit, hein, c'est la plus belle, le jour ça rend pas pareil, et qui là est vraiment, je pense, on pourrait presque dire un vaisseau amiral pour notre communauté, parce qu'on est là sur vraiment une technologie qui est très peu répandue en France, et même pas en France, en Europe, et même au niveau mondial, au niveau international, puisque ce sont des structures, des techniques d'imagerie, enfin des appareils qui sont vraiment très très peu répandus. On en a 3 en France, c'est la seule qui a un lien avec la clinique et la recherche, et qui vraiment nous rend extrêmement visibles, et je peux vous assurer, pour me balader dans certains endroits, que c'est très connu, très lisible, et que beaucoup nous l'envient. Donc ça, voilà, c'est donc Rémi qui a en charge cette structure avec son équipe de recherche. Alors le jumeau numérique par l'image, effectivement, c'est très très énigmatique, mais en fait là aussi c'est pareil, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement nouveau, qui nous annonce déjà un futur qui est déjà palpable, tangible. Et le jumeau numérique, c'est vraiment la façon de créer un objet virtuel dans plein de domaines, et notamment dans celui de l'imagerie, mais en utilisant un mot que beaucoup de gens emploient sans vraiment savoir exactement ce que c'est. C'est ce que dit mon fils, qui travaille beaucoup dessus, qui est l'intelligence artificielle. Effectivement, aujourd'hui, on est capable d'alimenter, parce que l'intérêt, c'est cet objet virtuel, c'est de l'alimenter, c'est lui donner effectivement le maximum de connaissances, entre guillemets, pour qu'il soit capable de répondre aux objectifs. Et donc, dans le cadre de l'imagerie, Rémi va nous l'expliquer, on va avoir d'abord la visée diagnostique, qui va être extrêmement importante, avec cette intelligence artificielle qui va fournir des algorithmes, effectivement, qui va permettre d'avoir ces algorithmes, donc de pouvoir analyser ces images, mais également derrière, l'aspect thérapeutique aussi, l'aide au diagnostic, l'aide au traitement, l'aide donc à un certain nombre de choses qui vont vraiment ouvrir. Et là, on est encore, une fois de plus, le vaisseau amiral est en pointe, on est encore là aussi à l'avance donc d'un certain nombre de choses. Alors, je fais partie des gens qui n'ont pas pu voir, mais je vous assure, il a répété. Il a répété devant l'Académie de médecine. Et les académiciens de médecine, ça les a réveillés d'ailleurs. Ils ont été extrêmement contents de cette présentation. Il a fait un tabac. Donc comme il a répété à l'Académie, il est prêt pour ce soir. Hein, Rémi ? Merci beaucoup Thierry. Bien, bonsoir à tous, bonsoir aux courageux qui sont venus m'écouter si tardivement et des choses un petit peu compliquées. Merci infiniment à tous ceux qui ont organisé, donc Thierry, Héloïse, Lydie. Et merci beaucoup aussi à Alain Claes d'être là, parce que je suis très touché qu'il soit là, parce que c'est grâce à lui si on a cette machine et c'est à sa motivation durant son mandat. Et il nous a beaucoup aidé. Et cet équipement, il y en a, comme le disait Thierry, il y a 40 IRM cliniques de ce type dans le monde. Il y en a une en France, elle est à Poitiers. Ça vous permet de mesurer tout de suite l'importance. Et ça, on le doit à 2 hommes très motivés qui nous ont beaucoup accompagnés pendant des années. Donc Alain Claes, qui était président du conseil de surveillance, comme vous savez, et Jean-Pierre Devic, qui était le directeur général du CHU,
avec une volonté d'innovation et qui, pour ma part, m'a motivé à venir à Poitiers et à y rester pour continuer à innover avec mes collègues. Voilà, alors on va donc parler de jumeaux numériques et vous verrez que finalement l'ouverture elle n'est pas seulement limitée à l'imagerie, mais l'imagerie joue un rôle pionnier parce que aujourd'hui c'est le point de passage de toutes les spécialités. Aucun patient n'est pris en charge, certains d'entre vous l'ont peut-être expérimenté déjà, n'est pris en charge aujourd'hui au CHU sans bénéficier d'un examen d'imagerie plus ou moins sophistiqué. Derrière, l'enjeu est celui d'enrichir et de quantifier l'information, et ça passe par l'information paramétrique, on va voir un petit peu ce que c'est. Derrière cette quantité suggérée, il y a donc la masse de données et la nécessité de traiter rapidement les données, et ça va être le rôle de l'intelligence artificielle, le supplétif informatique, qui va nous permettre d'obtenir des informations extrêmement rapidement, faute de quoi on ne pourrait pas restituer une information dans un délai cohérent avec le soin. Et on verra aussi que l'intelligence artificielle, qui est la forme moderne et contemporaine des statistiques, d'une approche statistique, ne suffit pas et qu'il faut donner un sens au modèle, un sens aux choses, comme disait Albert Einstein. Et pour finir, il faut intégrer et structurer cette information. Et ça va être l'objet finalement du jumeau numérique qui va permettre de se décliner dans le soin sous un triple aspect, c'est celui de la biopsie virtuelle, aller échantillonner une lésion qu'on a dans le corps, mais sans faire de biopsie. Et c'est particulièrement crucial pour des organes comme le cerveau, car quand on subit une biopsie cérébrale, on s'en souvient quand même. C'est pas une chose anodine. La simulation thérapeutique, on va pouvoir envisager différents traitements de façon virtuelle, numérique, avec les conséquences du traitement. Et la prédiction de la réponse, et tout ça sans toucher au patient. Et donc ça va être absolument déterminant. Et là-dessus, CHU de Poitiers aujourd'hui, et grâce aux hommes qui l'ont porté, est aujourd'hui doté de la plateforme technique la plus performante en France. C'est la plus complète, c'est la seule à disposer du RM7T, on l'a dit, mais de nombreux équipements viennent enrichir tout cet environnement du 7T. Et aujourd'hui, le CHU de Poitiers donc, peut s'enorgueillir d'une place de la pole position en termes d'équipement, de richesse d'équipement. Derrière ça, qui dit imagerie, dit structuration, et il faut un certain nombre d'acteurs. Et vous voyez sous cette forme sous ce schéma synoptique qui n'est pas très drôle, il y a une information qui est absolument essentielle, c'est qu'il y a une plateforme, il y a une équipe de recherche et un laboratoire commun, on va y revenir, une équipe CNRS, et il y a aussi un laboratoire spécialisé dans le métabolisme et qui a été porté sous une appellation différente par Thierry Houette, puis maintenant qui est porté par le professeur Pellerin, qui est ici ce soir. Et les deux ne vont pas, en fait, aucun des deux ne va sans l'autre, parce qu'aujourd'hui, l'imagerie performante, c'est l'imagerie du métabolisme. C'est plus les images au demeurant très belles qu'on pouvait voir et analyser de façon très, très visuelle et très qualitative, mais très peu quantitative. Et aujourd'hui, on va voir à quel point on peut aller beaucoup plus loin, ce qui permet de valoriser, évidemment, d'envisager une valorisation académique et puis un grand nombre de collaborations. Vous verrez aussi que cet outil magnifique nous a permis d'exister en termes de collaboration dans le monde, et pas seulement localement. Et ça, c'est aussi un plus pour notre site. Alors, on a construit, la plateforme est gérée et sous la dépendance d'une UMR CNRS, qui est un labo de mathématiques, en fait, à l'origine, et dont certains membres, dont je fais partie, sont associés à d'autres chercheurs d'une autre UMR CNRS non moins importante, qui est le laboratoire XLIM. Et tous ensemble, on a, avec un industriel qui s'appelle Siemens, qui est donc le pourvoyeur de la machine, et en partenariat, bien sûr, avec l'Université de Poitiers et le CHU de Poitiers, qui est le porteur du projet de la plateforme, construit ce qu'on appelle un laboratoire commun CNRS Entreprise. Et en fait, c'est un partenariat industriel qui nous permet d'avoir des fonds pour recruter des chercheurs et publier, et bien sûr, augmenter en bout de chaîne, améliorer la qualité du soin. Et c'est évidemment la démarche qui avait été choisie initialement. Donc ça regroupe, et ce camembert est
assez parlant en lui-même. Des chercheurs qui viennent en fait et qui nous font l'amitié et le grand honneur de venir travailler avec nous au CHU, rencontrer les médecins qui n'ont pas, de ce fait, n'ont pas tous besoin de prendre leur voiture, quitter leur fonction pendant une demi-journée pour aller travailler sur un laboratoire ou Futuroscope ou sur un autre site de l'université. On perd toujours beaucoup de temps et vous savez que les équipes soignantes ne sont pas pléthoriques en ce moment, à Poitiers comme ailleurs. Et donc c'est important de pouvoir optimiser ce temps médical pour la recherche. Et le CHU a investi de gros moyens, non seulement techniques, on l'a vu, mais aussi en ingénierie. Et vous allez voir que tout au long de ces exposés, que la clé d'avenir, c'est aussi l'ingénierie numérique. Et c'est la clé, bien sûr, du jumeau numérique, comme vous vous en doutez. Le système d'information, c'est donc phare, c'est donc l'IRM7T qui va nous permettre d'obtenir des informations, alors des informations anatomiques, je dirais, un peu à l'ancienne, mais qui sont très très utiles pour poser le problème. C'est ce qu'on appelle les informations structurelles. Les informations métaboliques, on va aller chercher des informations sur des concentrations de métabolites. Et vous voyez ce qu'on appelle la spectroscopie qui va aller de la même manière qu'un automate de biochimie ou de biologie va vous sortir des concentrations. Nous, on va les sortir par le biais de la RMN en allant chercher cette information directement où elle se trouve, c'est-à-dire dans l'organe qu'on veut mettre en évidence. Et puis des informations fonctionnelles qui vont permettre de mettre en connexion ces différentes informations et refléter, en fait, représenter de façon différente la fonctionnalité de l'organe, ici du cerveau, mais aussi demain du rein, du foie ou d'autres organes de ce type physique. Alors, un compte-rendu d'imagerie, certains d'entre vous ont certainement passé des IRM ou des scanners ou d'autres. Ça commence toujours par une phrase qui paraît un peu vague comme ça, qui est descriptive, mais qui est essentielle pour poser le début du diagnostic et de la démarche. Et on va rapidement aller chercher des informations derrière qui sont quantitatives. C'est-à-dire chaque information va être affectée à un paramètre avec une métrique particulière qui va permettre de lui donner une valeur numérique. Et c'est cette valeur numérique qui va permettre d'être intégrée à des algorithmes et des modèles qui vont nous permettre de pronostiquer différentes informations ou de simuler différentes thérapeutiques. C'est ça qui, mis bout à bout, va permettre de construire finalement notre jumeau numérique. Alors ça peut se faire pour ces informations-là. On va aller chercher via la spectroscopie des concentrations de métabolites avec une quantification très précise et donc savoir, par exemple, la quantité d'ATP que vous avez disponible dans une région du cerveau au moment où vous faites l'examen, ce n'est pas anodin et ce n'est pas rien non plus. C'est très précieux comme information et ça paraissait quand même assez irréel il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est fait presque en pratique courante. Et on voit bien que petit à petit, on passe du visuel au mesurable. Et on ne se contente plus de décrire par des phrases plus ou moins vagues, mais encore une fois très utiles au départ de la démarche. Mais on ajoute derrière des informations qui sont précises. C'est-à-dire qu'on va donner des valeurs à chaque renseignement qu'on va sortir de l'examen. Alors bien sûr, quand on fait un examen par RMN, il faut toujours faire un choix. Et le choix, il est borné par le fait qu'on puisse reproduire ce paramètre. C'est-à-dire que si on fait 2 fois la mesure, est-ce qu'on retrouve la même, toutes choses étant égales par ailleurs, est-ce qu'on retrouve la même valeur? Donc ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle la reproductibilité. Il faut que ça soit pertinent, c'est-à-dire que c'est un lien avec la maladie qu'on veut explorer, la pathologie qu'on veut explorer. Et puis, il faut que ça soit cohérent avec le temps machine, parce que le facteur limitant, le hic en résonance magnétique, c'est le temps. Le temps d'acquisition, pour ceux d'entre vous qui avaient passé une IRM, vous savez que c'est long. C'est minimum un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, parfois beaucoup plus, si on veut aller très loin. Et donc, c'est le facteur limitant de ce type d'examen et qui va nous forcer à faire des choix. C'est pourquoi on va également essayer d'écrire, de trouver des paramètres, des index composites, c'est-à-dire qu'avec un seul index, on va refléter plusieurs autres paramètres. Ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps sur le niveau, tout en enrichissant, en augmentant le niveau d'information. L'intelligence artificielle, ça n'a d'intelligent en gros que le nom, c'est-à-dire que ce sont des automates et vous voyez ici les différentes couches de neurones informatiques. On appelle ça neurones parce que ça fait bien, ça fait riche de faire l'analogie avec le cerveau, mais c'est en fait beaucoup moins riche, même si c'est très précieux, parce que
Chaque couche de neurones va aller chercher une information qu'elle va extraire très très vite, et ça de façon itérative un très grand nombre de fois dans un laps de temps sur lequel on ne peut pas concourir avec ce type de machine. Pour dire les choses autrement, ces opérations-là sont accessibles tout à fait au cerveau humain, mais sont très simples, mais très longues à faire pour nous, alors que pour un automate, c'est beaucoup plus rapide. Ces informations vont être confrontées de façon schématique c'est ce qu'on appelle en anglais le fingerprinting, c'est-à-dire que chaque lésion est un ensemble d'empreintes, de caractéristiques qui vont être confrontées à un dictionnaire numérique qui va permettre de comparer et d'identifier finalement une lésion. Et on va aller chercher finalement une information. On ne va plus se contenter de dire avec l'imagerie qu'on a une tumeur ovoïde qui envahit telle et telle région du cerveau, mais bien qu'on a un objet numérique qui a telle et telle caractéristique, ce qui permet d'inférer qu'elle a telle mutation génétique, tel degré d'agressivité, avec un potentiel de développement sur tant de mois. Ça devient beaucoup plus précis. Et du coup, ça va sortir une information qui va être très utile, et ça on y tient beaucoup, au lit du patient, et en tout cas en réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous savez que les dossiers médicaux un peu compliqués sont toujours traités en réunion de concertation, où il y a les différents médecins impliqués dans le processus diagnostique et thérapeutique qui vont discuter entre eux pour établir une stratégie. Et au final, on va aller chercher finalement des informations, une caractérisation des tissus qui va être beaucoup plus précise, avec une différenciation entre l'infiltration et l'œdème autour de la lésion, le cœur de la tumeur et la partie nécrotique au centre. Tout ça va être calculé au voxel près, et donc avec une optimisation derrière de tout le processus, et notamment de celui du soin. Il faut ici imaginer que le flux de travail numérique est très rapide et permet donc de l'extraction. Alors le plus long, c'est l'acquisition des données. Le pré-traitement des données se fait de façon assez rapide et est intégré après à une plateforme d'intelligence artificielle qui est au-dessus en fait, de la machine, à l'étage du dessus. Et toutes les données sont traitées en temps réel, peuvent être traitées en temps réel, avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Algorithme, c'est méthode de calcul, donc c'est à chaque fois l'itération de la mesure et la performance qui est évaluée. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que derrière, il y a toujours un gendarme, c'est-à-dire le médecin et les ingénieurs qui font tourner ces algorithmes, qui valident ce qu'on appelle la vérité de terrain, c'est-à-dire qu'on évite à la machine de s'emballer, de raconter n'importe quoi pour nous amener à faire des erreurs. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, on vérifie que l'algorithme fonctionne bien et raconte des choses qui sont cohérentes avec la réalité. Et donc, ici, vous avez un exemple de quatre algorithmes qui sont testés en permanence. Donc, on en a trois bons élèves, et on va voir qu'ils partent avec une performance très élevée. Et dont la performance va chuter dès qu'on va retirer un paramètre qui leur est indispensable. Là, on estime que ce sont des algorithmes qui font bien leur travail. A l'inverse, on a le dernier de la classe qui, lui, n'a appris que très peu de choses dès le début, et au moment où on va lui retirer le paramètre important, sa performance va un peu chuter, mais très peu. Et finalement, au bout du cycle, on va l'éjecter parce que ça n'a plus d'intérêt d'utiliser cet algorithme-là. On va le remplacer par un autre. Au final, on a ce qu'on appelle l'interprétabilité, qui est une carte composite. Vous vous souvenez, il y a 5 minutes, je vous parlais d'index composite, c'est-à-dire un aspect représente en fait beaucoup de paramètres derrière. Et le médecin radiologue en bout de course va avoir cette carte composite et va pouvoir se tourner vers ses collègues en RCP en disant, voilà, j'ai une lésion dont les caractéristiques permettent d'évoquer un gliome IDH1 muté avec tel index de réplication, mesurant telle dimension avec une volumétrie, avec un index de perfusion, avec un taux de rehaussement de signal, etc., etc. Des informations quantifiées, numériques, très précises, avec une métrique précise, et qui vont permettre donc d'établir la carte, en fait, la carte d'identité de la lésion. Ça repose, cette notion de biopsie virtuelle repose sur des outils numériques qui sont bien réels, avec la possibilité aujourd'hui, je vous le disais, mais je le redis encore, d'identifier des mutations génétiques. Ça paraît peut-être un peu contre-intuitif
de s'imaginer qu'on peut identifier des mutations génétiques sans avoir fait de prélèvement, juste à travers les données de l'imagerie numérique. Et c'est ça la magie des outils qu'on peut développer et des performances de la machine dont on dispose aujourd'hui. Et on utilise un certain nombre d'outils mathématiques également qui sont assez puissants et qui permettent en fait d'aller chercher et retrouver et corréler en fait le degré d'hétérogénéité de la lésion. C'est exactement ce qu'on va chercher quand on fait une anatomopathologie sur un fragment de tumeur qu'on a prélevé. Sauf que là, on le fait à partir des données numériques en utilisant un outil mathématique. D'où l'implication du laboratoire de mathématiques dans cette affaire. C'est mon métier d'utiliser ça. Bien que je sois radiologue, j'utilise tous les jours ce type d'approche et d'outils pour optimiser la performance, pour donner un diagnostic clé en main, mais totalement virtuel, obtenu de façon totalement dématérialisée. Virtuel, c'est pas forcément très positif, mais dématérialisé, c'est le terme plus approprié. Alors ça nous a valu, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a des doctorants qui ont été financés avec le laboratoire commun et qui ont obtenu beaucoup de succès. On a eu notamment Paul de Cuit, qui a été le premier doctorant de l'Université de Poitiers à gagner le concours du CNRS, ma thèse en 180 secondes. Ça a l'air de rien comme ça, mais enfin, il a battu quand même tous ses compétiteurs à l'échelle nationale. Il a représenté la France à l'international. Il n'a pas gagné à l'international, mais c'est la première fois qu'un doctorant de Poitiers a gagné la coupe, si je puis dire. Ça nous a valu un certain nombre aussi une belle visibilité. On a été sélectionné par le CNRS pour représenter les LabCom à la journée des LabCom à Paris, des laboratoires communs. Il y a 200 LabCom CNRS en France. On était 12 à Paris, on en faisait partie de ces 12. Et donc, c'est pour Poitiers, c'est un beaucoup de projecteurs. Et bien sûr, l'aventure continue avec un futur universitaire généticien qui va faire sa thèse sous ma direction, sur la radiogénomique. Alors la radiogénomique, c'est exactement ça, c'est la fouille, l'analyse d'un grand nombre de données issues à la fois de l'imagerie et de la génétique pour mettre en coïncidence tous les aspects de la génomique et de l'imagerie pour pouvoir se passer à terme de la biopsie pour aller chercher ce génome. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que derrière, après les algorithmes de l'IA, qui vont nous valider un certain nombre de données, on va se retrouver avec un très grand nombre d'informations. Et il va falloir mettre un ou plusieurs modèles derrière. Il faut choisir un chemin pour essayer de donner une cohérence et un aspect déterministe à toutes ces informations, faute de quoi on ne saurait pas trop quoi en faire. Et on utilise des modèles qui peuvent être parfois très simples, à partir d'un volume acquis avec une volumétrie de l'adhésion. On sait qu'avec ce type de modélisation, on peut pronostiquer le délai de survie sans progression. Alors c'est un terme barbare, mais qui signifie quoi? C'est le délai pendant lequel le porteur d'une lésion va pouvoir vivre de façon asymptomatique sans que sa lésion progresse. Et ça, c'est pas rien, en fait. C'est une information qui est absolument cruciale pour quelqu'un qui est porteur d'une tumeur, de savoir que pendant un certain temps, sa lésion va le laisser tranquille. Et ça, c'est encore une information très puissante qui peut être obtenue de façon totalement inoculaire. Alors bien sûr, il faut avoir le bon outil d'imagerie, et c'est là qu'intervient la puissance phénoménale du 7T. C'est l'identification de lésions supplémentaires par rapport à la lésion principale qu'on n'avait pas vue sur l'IRM standard, qui est pourtant une IRM de très grande qualité. Et on aperçoit, on descend en fait, on abaisse le seuil de détection des lésions. Et c'est l'histoire d'un gliome qui de monofocal devient multifocal, c'est-à-dire à plusieurs endroits du cerveau, et qui de ce fait devient inopérable, inaccessible à la chirurgie. Donc ça change du tout au tout la stratégie thérapeutique. De la même manière, quand on suit un patient sous chimiothérapie, après une exérèse d'un gliome, on voit ici apparaître cet éperon à 7T. Les examens ont été réalisés à 1 heure de distance. Et pour être tout à fait honnête, quand on regarde les images de façon rétrospective, on voit bien qu'il y a quelque chose ici, mais ça n'avait pas été décrit sur l'examen initial. Et c'est toujours facile, quand on a le bon éclairage, de se dire « Ah, mais bon sang, c'était bien sûr, il était là ». Et en fait, c'est tout l'avantage de ce type d'équipement, c'est vraiment de monter considérablement la performance de la détection. Alors, je disais, choisir un endroit, ça, vous avez un tableau synoptique du métabolisme humain
est un effroyable fouillis. Et on va aller choisir, on va aller s'intéresser à une partie, et seulement une partie, dans laquelle on va aller injecter finalement les données qu'on retire de la machine pour augmenter le niveau d'information et surtout là, passer à l'étape de modélisation. Et on s'intéresse beaucoup à une molécule qui s'appelle le lactate. Alors le professeur Pellerin qui est ici est un spécialiste, le spécialiste mondial du lactate. Et il dirige l'équipe INSERM 1313. Et c'est pour ça qu'on travaille avec lui au sein de l'axe imagerie, parce qu'on s'est aperçu que le lactate, qui est du reste très facile à identifier en imagerie par résonance magnétique, a un rôle central dans la coopération entre les cellules, notamment entre des cellules de soutien aux neurones qui s'appellent les astrocytes, et donc qui peuvent augmenter la performance des neurones dans certains cas où l'autre substrat que le glucose viendrait à manquer. Et il vient aussi enrichir malheureusement la capacité non seulement de survie, mais de prolifération de certaines cellules tumorales. Et donc ça nous intéresse beaucoup parce que c'est un marqueur en fait de l'évolution d'une tumeur. Et donc ça peut être absolument intéressant et déterminant de pouvoir aller le quantifier. Et puis, à un degré encore supérieur de complexification, et je m'en excuse par avance, mais on intègre la notion de connectome, c'est-à-dire le fait que des métabolites, des molécules vont être dépendantes entre elles et qu'on va observer très rapidement et pouvoir modéliser les interactions entre ces différentes molécules qui sont tous accessibles en imagerie, là encore, de façon totalement dématérialisée. Et on va s'apercevoir que la variation de l'un d'entre eux peut impacter l'ensemble. Et du coup, l'idée a suivi son chemin que finalement on pouvait faire une simulation de ces modifications pour voir un petit peu si on pouvait trouver des pistes thérapeutiques. On va y revenir. On a résolu le problème de l'échantillonnage parce que vous auriez pu me dire s'il y a des biologistes dans la salle, ah oui, mais comment peux-tu aller mesurer des concentrations qui peuvent varier quasi instantanément d'une milliseconde à l'autre dans le cerveau, alors que l'IRM, ce n'est pas un outil de mesure très précis en termes de temps. Eh bien, en fait, on a résolu le problème mathématiquement. Là encore, les mathématiques nous ont apporté une solution. Et on a pu montrer qu'on pouvait retrouver, et je vous passe les détails, je vous ferai grâce des détails, mais on pouvait retrouver la trajectoire d'une concentration de métabolites grâce à l'aide de ces outils qui s'appellent les systèmes lents rapides. Et finalement, ici, vous voyez parce qu'on a confiance dans les outils qu'on développe, mais on vérifie quand même, hein, la confiance n'excluant pas le contrôle, comme chacun sait. Et vous avez les points rouges qui confrontent, en fait, qui sont les vraies mesures en temps réel, et les courbes qui reflètent, en fait, les simulations du modèle. Et donc, on voit bien que ça marche, et qu'on retrouve, en fait, les points suivent les courbes ou l'inverse. Et donc, on tient là une piste pour bien suivre et bien prédire l'évolution en fait, des lésions qu'on essaye d'explorer. Donc, le connectome métabolique, c'est rien moins que ça, évidemment répété pour d'autres métabolites que le lactate, et la mise en connexion de toutes ces concentrations et l'influence que peut avoir la modification de l'un ou plusieurs d'entre eux sur les autres. À ce connectome métabolique répond en miroir presque la notion de connectome fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a un réseau, il y a toute une circuiterie dans le cerveau qui interconnecte en fait les différentes régions du cerveau entre elles et qui rendent compte en fait de sa puissance fonctionnelle phénoménale. Et on sait les mettre en évidence en imagerie fonctionnelle, en imagerie par résonance magnétique. Et donc, assisté par un autre outil mathématique très puissant qui s'appelle la théorie des graphes, on peut estimer la connectivité dans une région cérébrale. Et c'est très important parce que quand cette région cérébrale est envahie par une lésion, on va aller explorer, là encore, de façon totalement virtuelle, l'impact que peut avoir non seulement le développement de la lésion, ça c'est le côté pronostic, mais aussi le potentiel traitement. On peut aussi simuler la croissance d'une tumeur, c'est-à-dire qu'on trouve, demain, on identifie cette lésion, on peut pronostiquer son développement à 6 mois, 1 an ou 2 ans dans le cerveau. Et ça, c'est également extrêmement précieux pour le neurochirurgien notamment.
Mais la croissance d'une tumeur se fait de façon relativement lente et elle est sous-tendue par des modifications métaboliques. Je le disais il y a 30 secondes. Et on peut aussi pronostiquer la survie et l'évolution d'un patient sous chimiothérapie en mesurant la réponse pendant les 4 premiers mois. Et on peut prédire pendant les 15 mois suivants le statut. Est-ce que le patient échappera à son traitement ou est-ce qu'il restera répondeur à son traitement? Et ça, c'est absolument déterminant. Là encore, pour gérer le temps interthérapeutique, c'est-à-dire le temps entre l'espace de temps entre deux traitements, c'est indispensable pour les gens qui vivent très longtemps avec des lésions comme ça. C'est évidemment très angoissant, je n'ai pas besoin de le dire. Mais pouvoir dire à un patient, j'ai plus besoin de vous voir pendant 10 mois parce que je sais que votre tumeur va répondre, mes outils me permettent de vous dire que votre tumeur va répondre à votre traitement, c'est extrêmement précieux. Et donc on en arrive à la simulation numérique thérapeutique avec deux aspects, l'aspect fonctionnel, la simulation donc sur l'atlas de connectivité, je veux aller plutôt devant, plutôt sur le côté, plutôt derrière, et je vois quel type de réseau je vais impacter, avec quelles conséquences cliniques. Et tout ça, c'est une simulation numérique, ça se fait évidemment sur un ordinateur, en utilisant un logiciel dédié. Même chose pour les métabolites, et on s'est intéressé aux transporteurs de lactate. Là encore, Luc a beaucoup travaillé là-dessus, et on sait que en neutralisant certains transporteurs des lactates, puisque les molécules, c'est comme nous, elles ont besoin d'être transportées pour se déplacer d'un point A à un point B, et les vecteurs, en fait, peuvent être neutralisés ou en tout cas ralentis dans leur transport, et du coup, ça peut impacter, on peut simuler l'effet sur la croissance tumorale, c'est-à-dire, en termes clairs, ralentir la progression d'une lésion en ciblant ces choses-là. Et vous voyez que finalement, en s'appuyant sur le triple connectome, donc la structurelle, métabolique et fonctionnelle, et en utilisant donc les différents, donc bien sûr les données d'imagerie, les algorithmes d'intelligence artificielle et les modèles réalistes, modèles mathématiques, on en arrive finalement à ce fameux trépied, la biopsie, la simulation thérapeutique et la prédiction de la réponse. Alors, je parlais il y a quelques minutes donc, du concept de navette lactate neuroastrocytaire, le fait que le métabolisme cérébral utilise à son profit donc, le fonctionnement de lactate comme vecteur énergétique, comme support énergétique. On vient de voir les applications sur les tumeurs cérébrales. Il y a des applications, on a développé aussi des applications sur l'AVC. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'AVC est un fléau en termes de santé publique. Et il y a plusieurs études au CHU. Il y a un futur universitaire de radiologie qui soutient sa thèse dans 3 jours sur le sujet, sa thèse d'université. Et on a pu montrer le rôle essentiel du lactate en tant que prédicteur du devenir en termes de handicap du patient. Un patient fait un AVC, on fait une thrombectomie. Le lendemain, on échantillonne, on va faire une biopsie virtuelle de son parenchyme qui a souffert dans le cadre de l'AVC. Et son taux de lactate va pronostiquer son degré de handicap 3 mois plus tard. Et ce degré de handicap est considéré comme une référence, considéré comme fixé à 3 mois. Et donc, c'est un marqueur pour son devenir. Devra-t-il être institutionnalisé parce que très dépendant, ou au contraire, pourra-t-il continuer à mener une vie normale ou quasi normale? C'est important de le savoir, et donc ça a un impact en termes de santé publique. Et puis, on a aussi, quand on fait une artériographie, on a toujours, et qu'on lève le caillot de sang dans l'artère, quand on l'enlève, on a une restitution du parenchyme cérébral qu'on ne sait pas trop analyser, qu'on ne savait pas trop analyser en dehors d'une analyse visuelle, très qualitative, mais pas très quantitative. Et donc on développe, ça a été l'objet du travail de Guillaume, on développe un algorithme de reconnaissance automatique qui quantifie et qui reconnaît de façon automatisée les différentes régions dont le parenchymogramme est restitué. Là encore, on passe du visuel au quantitatif, au mesurable. On va mesurer la densité de parenchyme qui a été récupérée. Et ça, c'est évidemment déterminant. De la même manière, sur les maladies neurodégénératives,
en utilisant les outils que je viens de décrire sur les tumeurs, on a pu montrer que on pouvait considérablement augmenter la capacité à discriminer entre les patients qui ont une atteinte cognitive légère, hein, en anglais MCI, mais qui sont finalement, qui somme toute, tant qu'ils restent à ce stade-là, peuvent continuer à mener une vie normale, ou quasi normale, et en tout cas socialisée dans leur environnement, des patients qui vont devenir Alzheimer et avec un handicap lourd et qui vont nécessiter à un moment ou à un autre une institutionnalisation ou en tout cas un accompagnement très lourd. Eh bien, avec les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on développe et en implémentant, en injectant dans ces algorithmes toutes les informations issues de la résonance magnétique, on sait aujourd'hui mieux discriminer, et on progresse tous les jours dans la performance. Il faut voir ce progrès comme un progrès continu, presque quotidien. Et on sait mieux discriminer ce deux types de patients, donc pronostiquer à terme l'institutionnalisation d'un patient. Et ça, ce sont des travaux qui sont encore en devenir et en train d'être perfectionnés, d'être optimisés, mais on a beaucoup progressé ces derniers temps là-dessus. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'arrête pas au cerveau, hein, et on est en train de développer, de travailler sur la même méthodologie en fait pour essayer d'échantillonner et de virtualiser l'analyse des reins. Alors il est très fréquent qu'on ait recours à la biopsie rénale, à un certain nombre de conditions. Et c'est toujours un risque quand on fait une biopsie physique, parce qu'on peut déclencher une hémorragie, et finalement à terme et potentiellement, dans les cas extrêmes, détruire l'organe. Donc c'est toujours un gros risque et on préfère développer effectivement là encore un outil d'échantillonnage virtuel. Alors je suis désolé, ça sort pas bien, mais ici vous avez des pics en fait de spectroscopie qui permettent de quantifier les métabolites exactement comme ce que vous avez vu dans le cerveau, avec des cartes d'oxygénation aussi du cortex rénal, et on peut aller, ce faisant de proche en proche finalement, déterminer de façon virtuelle le comportement métabolique du rein. Et donc, essayer de corréler le degré d'atteinte de déclin fonctionnel rénal, par exemple, chez un patient diabétique qui a un traitement plus ou moins bien équilibré, qui finalement, au fil du temps, va finir par dégrader sa fonction rénale. Là, on espère pouvoir, et là, on n'en est encore qu'au début, mais on espère pouvoir pronostiquer effectivement ce déclin en amont, et donc pouvoir apporter des mesures correctives. Et cette dynamique très transversale, en fait, nous permet d'intervenir dans beaucoup de champs de pathologie. C'est un peu le rôle, vous me direz, d'un laboratoire d'imagerie. On est là pour ça, puisque je vous ai dit au début du topo que rien ne se faisait, aucune pathologie n'était traitée sans passer par l'imagerie. Il faut bien être capable d'apporter quelque chose dans tous les domaines. Donc on essaye, alors on essaye de démultiplier et surtout d'apporter des réponses alors sur les maladies inflammatoires, sur les lésions traumatiques du cerveau, sur la psychiatrie, parce qu'on a une importante collaboration avec Nemat Jafari et son équipe de recherche. Et c'est très important de pouvoir apporter ça suscite beaucoup d'espoir, évidemment, cette dynamique. Et donc, on espère pouvoir apporter des réponses dans un certain nombre de pathologies. Ici, vous avez un tableau qui est indigeste, j'en conviens, mais qui reflète en fait l'intrication. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est ce modèle de trait d'union. Le laboratoire qu'on a construit est un véritable trait d'union sur le site de Poitiers entre l'institution universitaire et l'institution hospitalière. Et d'un côté, vous avez donc les cliniciens qui viennent travailler avec nous, j'en suis aussi, en utilisant donc les données de la plateforme d'imagerie. Vous avez le laboratoire commun au centre qui lui-même est arrimé à toute une série de structures de recherche, INSERM ou CNRS, qui dépendent de l'université de Poitiers, et avec des collaborations qui vont très loin. Évidemment, les structures collaboratives régionales, l'humain réparé, on est là ici pour ça ce soir. Et donc, vous voyez que, j'aime beaucoup montrer cette diapo, montrer que finalement, c'est un modèle vertueux de collaboration intersites. Et bon, c'est pas toujours facile tout ne va pas de soi. Et donc, c'est pas toujours facile c'est facile à présenter, mais pas toujours facile à construire. La structuration régionale, c'est aussi faite parce que à Poitiers, donc, on a la seule CT clinique
de la région. À Bordeaux, il y a la seule CT Petit Animal. Donc on a un axe collaboratif qui s'est fait entre la recherche préclinique sur l'animal et la recherche chez l'homme. Et j'en profite pour faire une incise. Ce qu'on développe aussi avec Luc, c'est cette possibilité d'aller au-delà de certaines étapes de la recherche préclinique. C'est-à-dire que pouvoir se passer par la modélisation de certaines étapes de la recherche animale sur l'animal. Et ça, c'est un enjeu éthique aussi de notre société qui est envisagé dans le cadre de notre démarche. Les collaborations se font aussi de façon transversale, donc avec la partie Limoges du laboratoire XLIM, et puis le laboratoire de mathématiques de La Rochelle, avec qui nous avons des collaborations très riches. Et bien sûr, la collaboration avec les grandes structures collaboratives de la Nouvelle-Aquitaine. Les collaborations nationales, parce que c'est aussi le but de cette initiative, c'est d'augmenter la visibilité et la collaboration de Poitiers avec les grands centres universitaires. Donc les deux autres sites équipés de 7T, mais qui est d'IRM 7T, mais uniquement pour la recherche, sont Saclay et puis Marseille. Alors Saclay, c'est la maison mère. Il faut savoir que c'est une des plus grandes plateformes de résonance magnétique du monde. C'est une des 3 ou 4 plus grandes plateformes. Et donc on développe avec eux des séquences, et surtout ils viennent tester chez nous parce qu'ils n'ont pas cette applicabilité clinique. Donc ils sont très contents de venir travailler avec nous pour tester ça sur les patients, pouvoir faire bénéficier les patients des dernières avancées de leurs travaux scientifiques. Nous, on valide clinique, on valide la clinique de ces séquences. Il faut savoir que Poitiers, c'est la première activité mondiale sur ce type d'imageur. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a un 40 IRM de ce type dans le monde. On a la plus grosse activité clinique, c'est-à-dire qu'on passe plus grand nombre de patients. Donc on intéresse beaucoup de gens pour cette capacité à passer beaucoup de patients. Notre expertise est située au niveau de la modélisation biomathématique, ça vous l'avez compris, et puis de la plateforme d'intelligence artificielle intégrée à cet équipement. Et puis Marseille qui développe aussi un savoir-faire sur l'imagerie du rein, par exemple, à Tréauchamp, et donc ça nous sera très utile dans les années qui viennent pour développer ça sur le site de Poitiers. Beaucoup de collaborations internationales et beaucoup de sites dans le monde, il faut pas se mentir non plus. Princeton, je pense que personne ne savait où était Poitiers à Princeton avant qu'on ait cet équipement. Et ils ont découvert qu'il y avait un centre en France, dans une ville qu'ils ne connaissaient pas, mais avec qui ils pouvaient collaborer. Et on est en train de monter une collaboration très intéressante au niveau de l'intelligence artificielle sur les données, la reconnaissance automatique des données issues de cette machine. Donc c'est très intéressant. Une collaboration aussi avec la Corée. L'un de mes étudiants est allé faire un stage en Corée. On a un co-encadrement, une thèse d'université en co-tutelle internationale qui va se mettre en place. On intéresse les Coréens pour cette collaboration autour de la CT d'intelligence artificielle, et puis d'autres collaborations européennes avec l'Italie, avec la Suisse ou avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et puis bien sûr, via l'alliance EC2U, des collaborations sont en train de se mettre en place, notamment avec Coimbra. Et donc, cette approche appelle un certain nombre de commentaires sur la structuration médico-technique. Et du coup, on peut inférer ce que sera l'hôpital de demain par le truchement de ces outils numériques, avec bien sûr la gestion des données, qui sera un défi, un vrai défi, parce que les données aujourd'hui sont colossales en termes de volume. Et donc, il faut gérer à la fois la flexibilité de leur déplacement par rapport aux structures de recherche pour pouvoir les utiliser, les exploiter et en faire quelque chose. Et puis, penser aussi à la structuration numérique, à la structuration de l'imagerie et la structuration du numérique à l'échelle territoriale et puis, bien sûr, demain, régionale. Et déjà, au niveau de l'hôpital, on peut voir finalement envisager de façon schématique ce jumeau numérique qui, donc, vous l'avez compris, est un réplica de la pathologie, de l'organe, puis demain de l'individu tout entier, adossé à l'entrepôt de données de santé, donc un stockage numérique,
Ce jumeau numérique se décline sur le soin, on vient de le voir, et évidemment sur l'éducation et la recherche, mais aussi sur la gestion, parce que ça va avoir un impact important, nous semble-t-il, sur la gestion à la fois des flux de patients, optimisation de la gestion, plus d'embouteillages pour résorber les embouteillages sur certaines filières de soins. Ça, c'est un objectif aussi. Le soignant augmenté, c'est le soignant qui se raréfie, parce que vous avez tous entendu dire à quel point les médecins, comme tous les paramédicaux, l'ensemble des professions paramédicales, commencent à manquer, à faire défaut, à Poitiers comme ailleurs, dans tous les CHU de France et plus généralement d'ailleurs à l'étranger. J'ai des collègues américains qui ont le même problème, qui ont le même problème. C'est curieux, ce point commun depuis la période de la Covid, entre les différents pays, quelles que soient les sociétés, les modes de fonctionnement, on observe tous la même chose. Et quand on confronte nos ressentis avec les collègues, c'est un peu ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faudra redistribuer les rôles dans les ressources humaines, en dehors des soignants, et aider par l'ingénierie numérique le soignant à mieux fonctionner. Et le jumeau numérique, il est là pour ça. Et finalement, le parcours patient tel qu'on peut, de demain, tel qu'on peut l'imaginer, c'est le patient qui ne passe plus par l'accueil. Il ne faut pas le voir comme un mal, parce que ce n'est pas une perte de contact humain, mais il passera un portique, un détecteur, et son jumeau numérique sera activé de façon automatique. Et là, il se présentera dans les différents postes de soins, et à ce moment-là, il rencontrera les différents soignants. Et c'est là qu'il aura la richesse du contact humain. Et à chaque fois qu'il passera un examen, ces données seront numérisées et augmenteront la qualité, le niveau de performance et d'enseignement de leur jumeau numérique. Bien sûr, pardon, le cas sera discuté toujours adossé au jumeau numérique, qui est consultable depuis n'importe quel PC, puisque c'est un serveur central qu'on va consulter de façon distante. Il suffit juste d'avoir un réseau. J'en parle à mon aise, mais c'est vrai que le réseau n'est pas forcément très simple à faire fonctionner. Mais en tout cas, on peut faire ça avec des ordinateurs extrêmement simples, rudimentaires, pas besoin d'avoir des grosses plateformes. Et pourra discuter du cas en RCP, local, physique ou virtuel, parce que ça se fait beaucoup maintenant pour avoir des avis aussi sur certaines pathologies, notamment quand on a des pathologies rares. On est obligé d'aller chercher au national des avis. Et ça se fait beaucoup, mais là, avec le jumeau numérique, on peut augmenter considérablement et démultiplier la puissance de l'information et la qualité de l'analyse. Et évidemment, le médecin interlocuteur du patient délivre sa synthèse, la synthèse de l'analyse globale au patient pour lui proposer des options thérapeutiques. Et c'est un outil, alors ça va peut-être vous paraître osé, mais j'en suis absolument convaincu, et nous en sommes absolument convaincus au labo et dans certaines équipes hospitalières. Cet outil numérique peut être une source de démocratisation de la santé. Pourquoi? Parce que vous savez tous que l'inégalité devant la santé en France, il faut être sincère, elle est plus territoriale que sociale. Quand vous êtes isolé dans un coin, vous êtes loin d'un hôpital, d'une structure hospitalière, vous avez du mal à vous faire prendre en charge selon le meilleur standard de soins. Et en fait, l'outil numérique consultable depuis tous les points du territoire, du GHT, peut aider chaque médecin à analyser, à faire bénéficier de la puissance d'analyse du jumeau numérique chaque patient qu'il aura à prendre en charge. Bien sûr, il restera toujours le problème des examens de recours. Si le patient a besoin d'une CT, il faudra qu'il vienne à Poitiers pour passer sa CT. Mais l'outil numérique est élaboré dans la maison mère, donc le CHU, et par cet outil qu'on appelle du Federative Learning, mais ce n'est pas du tout un mot galvaudé, c'est en fait un logiciel numérique qui est utilisé par les médecins à distance, qui l'adapte à leur fonctionnement, et il s'adapte au fonctionnement local des médecins, à Loudun, à Montmorillon, aux exigences, aux contraintes locales. Et en retour, il bénéficie du niveau d'information au maximum, qui est tout à fait comparable à celui des médecins du CHU. La seule différence, c'est qu'il est à distance, et il le fait depuis son PC. Alors c'est dématérialisé, j'en conviens, mais c'est toujours mieux que de manquer du niveau d'analyse. Bien sûr, ça peut être extrapolé au Poitou-Charentes et à la région Nouvelle-Aquitaine, mais commençons déjà par le faire à l'échelle de notre territoire, et ça sera très bien. Je pense que notre taille relativement modeste, moyenne, peut nous aider aussi à y arriver assez rapidement.
Et donc les perspectives sociétales, quelles sont-elles? C'est d'abord la médecine, à la fois personnalisée, parce que ce qu'il faut bien voir avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on arrive à avoir l'intelligence artificielle de façon un peu schématique. Je tords un peu les choses, mais c'est finalement assez réaliste. Utilise un grand nombre de données, mais pour donner une information à l'échelle du patient. Et ça, c'est sa puissance. Elle est prédictive aussi, cette médecine. C'est-à-dire qu'on a une prédiction à l'échelle individuelle. Et bien sûr, elle permet tous les autres P, et notamment l'apport de preuves à un niveau de robustesse jamais égalé par les petites statistiques qu'on peut faire, là encore, quand on est dans un petit centre et qu'on n'a pas beaucoup de données. Et donc, c'est absolument un défi d'avenir. L'autre enjeu, c'est la limitation de la médecine et de la chirurgie invasive par la simulation thérapeutique. On simule son geste avant d'aller opérer un patient, on simule son traitement avant d'aller lui balancer un traitement agressif. Et puis bien sûr les aspects éthiques, donc je le disais, le recours à l'expérimentation animale. Attention aussi à la prédiction au-delà de la circonstance thérapeutique. Je me souviens d'en avoir parlé avec Alain Claes à une époque. Si vous découvrez, vous faites un bilan pour une tumeur cérébrale et que vous découvrez ou une pathologie, disons, moins agressive, et que vous découvrez que le patient a une autre pathologie potentiellement, peut avoir développer par exemple une maladie neurodégénérative à 10 ou 15 ans, attention quand même à la communication et aux enjeux éthiques par rapport aux patients. Et là se pose un énorme problème éthique. Et puis bien sûr, la sécurité du double numérique, c'est déjà difficile de se gérer soi-même. Si en plus on perd son double numérique, ça devient très compliqué. Voilà, je crois que j'ai fini. Et ça, c'est une photo donc, de l'équipe avec formidable. On est une quarantaine de personnes avec les doctorants. Et donc, et sans compter bien sûr les chercheurs de l'équipe 1313. Et donc ça commence à faire beaucoup de gens qui travaillent dans le même sens. Et je vous remercie de m'avoir écouté si stoïquement. Et bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vais passer le micro. Je voudrais tout d'abord féliciter l'équipe pluridisciplinaire qui fait un travail formidable. Moi, j'ai deux questions. Tu as évoqué le fait qu'aujourd'hui, avec cette Tesla, nous sommes la seule localisation en France pour faire des essais cliniques. La première question, c'est quelle est la part recherche et la part essai clinique. Et aujourd'hui, en l'état des connaissances, quels sont les freins, quels sont les enjeux pour passer de la phase recherche à généraliser la phase clinique? Quelles sont les difficultés? Deuxième chose, et je m'arrêterai après, bon, j'ai rien à dire sur cette médecine prédictive. On connaît tous les enjeux éthiques. Mais il y a un enjeu qui est important, et je voudrais savoir s'il est encadré juridiquement. Cette fameuse médecine personnalisée, entre guillemets, qui nécessite un potentiel de données considérable. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, en France, dans d'autres disciplines médicales, il y a des validations, il y a un contrôle? Quels sont aujourd'hui le contrôle sur ces données? Est-ce qu'il y a des dossiers à présenter? Est-ce qu'il y a et quel est le rapport entre les équipes pluridisciplinaires et Siemens sur ce sujet? Alors je vais commencer, je vais répondre à la dernière question. Il n'y a aucun rapport. Alors, Siemens ne pose ne demande jamais rien, ne fait aucun contrôle. On leur fait un rapport académique. Et il n'y a aucune immixtion de Siemens à aucun moment que ce soit sur les données. Rien ne sort du CHU. C'est totalement... ils ont signé une charte. Enfin, c'est très... Et ils sont très, très sourcilleux là-dessus parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, étant une entreprise mondiale,
de commencer à faire des entorses à l'éthique locale. En tout cas, nous, on n'a aucun problème. On a bien cadré ça avec les équipes juridiques. La part de recherche, alors en fait, il y a une organisation qui est très flexible entre la part des patients, parce qu'on essaie de répondre aussi aux besoins, et on organise la recherche en fonction du besoin, des patients. C'est-à-dire que comme c'est nous, enfin la recherche fondamentale, c'est nous qui la faisons, donc on s'organise pour la faire quand on n'a pas de demande de patients. Ça peut arriver, notamment avec la période absolument bizarre qu'on vit actuellement, où il y a certains patients qui ne reviennent que très très longtemps après au CHU, enfin dans les institutions médicales, pour se faire soigner. Donc, on a des petites périodes de creux sur l'accès des patients. Donc là, on en profite pour faire de la recherche. Sur la recherche clinique, les protocoles sont réglés à des jours fixes, donc on essaye de respecter ces jours. Mais alors, je suis désolé, je n'avais pas compris. Des limites scientifiques qui ne sont pas surmontées totalement pour utiliser à 100% cet outil à des fins cliniques. Et quels sont ces challenges à surmonter? Alors, les freins scientifiques, il y en a. En fait, il n'y en a pas trop aujourd'hui. Du moins, on les a pas. On a des questions encore. On a quelques questions pointues à la marge sur certains types de données. Sur le principe, je dirais que le frein, il n'est pas tellement heuristique ou intellectuel. Il est plutôt logistique. C'est-à-dire qu'on a besoin on a des besoins colossaux en termes de numérique. Et donc, il nous faut des moyens numériques importants. Il nous faut des ingénieurs numériques. Et c'est parce qu'en fait, le traitement de ces données, la concrétisation, la cristallisation du jumeau numérique, elle est directement corrélée aux besoins et à la capacité de la structure de fournir toutes les informations. Il nous manque des métiers. En tout cas, on n'a pas assez d'ingénieurs en numérique actuellement. Et moi, ce que je dis, parfois de façon provocatrice, je dis à l'hôpital, en imagerie, moi, mes besoins sont plus sur l'ingénierie numérique que sur les radiologues. On a des radiologues, mais... C'est là, du coup, je m'autorise de rebondir, oui, parce que moi, j'étais surtout axée sur l'éthique, tout ça, d'accord, et puis c'est bien encadré, on le sait, mais en termes de sécurité des données, parce que là, on va être sur une donnée, enfin des mégas, comme tu le dis, alors, et là, il faut les stocker. Parce que si ça rentre dans des données médicales, on est d'accord, tu sais très bien comme moi qu'on doit stocker ces fameuses données. Il faut avoir des lieux pour les stocker. Aujourd'hui, à Poitiers, nous, je pense que, de mémoire, sauf s'ils ont changé, ils stockent eux-mêmes leurs données, mais tu as des hôpitaux qui stockent ailleurs. Voilà, oui, justement, parce que ça commence à devenir énorme. Mais du coup, là, quand tu parles de données comme ça, j'imagine l'hôpital de demain, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que... aujourd'hui, je vois très bien déjà comment on fonctionne d'un point de vue informatique. Demain, si on est à 100%, c'est comment on fait déjà pour stocker et pour protéger nos données. Parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. On est d'accord. L'éthique, oui, l'éthique, c'est certain. Mais j'ai envie de dire, moi déjà, avant, c'est la protection des données de tout le monde. Oui, alors il y a deux niveaux de réponse. Pour l'entrepôt de données de santé, parce que c'est de ça que tu parles, physiquement installé à l'hôpital ou déporté dans des entreprises spécialisées, c'est un vrai problème. Et là, on n'a clairement pas la réponse. Il y a une réponse que je peux apporter quand même, c'est que les données, quand elles sont moulinées dans les algorithmes, elles deviennent inidentifiables. C'est-à-dire que même si on nous pirate demain la plateforme d'intelligence artificielle, les gars ne sauront pas retrouver l'identité de qui quoi. Ça, c'est complètement dissocié et c'est intraçable. Par contre, il reste l'identité numérique. Le jumeau numérique, par contre, une fois qu'il sera bien constitué, là, par contre, lui, il deviendra piratable, effectivement. Et ça, le jumeau numérique, c'est ce que je disais dans ma dernière phrase. Une fois qu'il est reconstruit, ça, par contre... Ça devient un deuxième problème par rapport aux données numériques, mais c'est le même problème que les données brutes, en fait. Exactement. Et moi, et puis après, du coup, je suis comme toi, je suis audacieux, donc du coup, je pousse encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle de l'énergie, on nous parle de faire des économies d'énergie. Tu sais très bien comme moi que ça consomme. Ça consomme énormément. Et du coup, je m'interroge aussi. Je me dis,
Alors moi je trouve ça génial, je me dis si c'est demain comme ça, c'est génial. Tu parlais des biopsies, c'est douloureux, c'est long. Non seulement, en plus c'est vrai que tu passes une IRM et un scanner, c'est génial, t'as pas mal, on va diagnostiquer, c'est extraordinaire. Mais du coup, je me dis, il y a ça, c'est l'avenir aussi. Vu la structure, enfin aujourd'hui tout le monde le sait. Et demain, c'est quoi? Enfin, je me dis, j'espère qu'on va pouvoir le faire, tout ça. Et là, on n'a pas de réponse. Mais c'est sûr qu'il faut plusieurs centrales nucléaires pour faire tourner tous les entrepôts de santé de données de santé. Je siège au comité d'éthique du CNRS. Et le directeur général du CNRS nous a saisis pour élaborer un avis sur ce sujet, environnement et recherche scientifique. Et il a été arrêté lundi dernier, la dernière séance. Il sera publié dans les mois qui viennent. Ouais. Attends. Moi, je travaille à l'hôpital, mais du coup, moi, c'est là, je suis en tant que citoyenne. Non, mais c'est un problème qu'on se pose tous les jours avec les ingénieurs. Hein. Une après-midi d'acquisition sur la 7T, c'est 1 Tera de données. C'est gigantesque. Et donc, il va falloir une logistique absolument dingue derrière, ça c'est sûr. Mais voilà, nous on s'occupe de créer le jumeau numérique. Effectivement, on essaie de discuter avec effectivement à l'échelle, pour l'instant à l'échelle du CHU. Il y a une réflexion qui est engagée à l'échelle grande région quand même, hein, les 3 CHU. Comment? Le quantique, est-ce que ça va nous aider justement dans la gestion de ces données? Peut-être dans les problèmes de stockage, c'est oui. possible. C'est pas impossible. C'est pas impossible, hein? Oui. Ouais. Oui. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que ce qui est envisagé, c'est de faire un entrepôt de données de santé sur l'un des 3 CHU de la grande région. Donc pas externalisé. Donc ça sera déjà un niveau de sécurité. Un certain niveau de sécurité qui ne met pas à l'abri des piratages. Après, bon, on voit aussi que les centres qui sont piratés ne sont pas les centres les mieux protégés. Hein. J'enfonce une porte ouverte, mais on a vu les épisodes, parce que là, dans les CHU qui sont bien protégés, qui ont des équipes très accrocheuses en termes de sécurité, ça se passe mieux. Mais on n'est pas à l'abri d'un... Non mais oui, mais tu sais très bien comme moi que jusqu'à présent la protection des données c'était pas, on va dire dans les budgets, ça rentrait pas dans les budgets. C'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Et je pense qu'on a beaucoup de retard par rapport à ça et que je pense que on va dire les médecins, on va dire ils sont des mauvais gestionnaires parce que finalement on pense vraiment à la médecine, mais je pense que là nos institutions ont vraiment laissé de côté ce versant-là et qui a pris beaucoup d'importance. Et malheureusement, il y a des hôpitaux, oui, certes, qui n'ont pas les budgets ou qui ne les ont pas eus et que le retard, c'est difficile à prendre. Et tu l'as dit comme moi, c'est difficile à trouver un ingénieur aujourd'hui. Oui. Informatique. Mais oui, mais en informatique, mais aujourd'hui c'est difficile. Alors, mais il y a aussi une question de rémunération. Ils vont dans le privé, ils gagnent beaucoup plus cher. Et puis peut-être aussi d'intérêt professionnel, je ne sais pas, hein, sens à leur travail aussi. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Là, j'ai une remarque à faire à ce sujet, et ça c'est le bon côté aussi de la plateforme. On a créé une plateforme qui est très très attractive pour les jeunes. Et les jeunes informaticiens, via notamment Mathieu, qui nous sert un peu d'hameçon en quelque sorte, puisqu'il est issu de la filière informatique, il va chercher, il enseigne aux jeunes. Il nous ramène des jeunes, donc on n'a pas trop de peine pour trouver des jeunes pour l'informatique. Des jeunes qu'on ne gardera pas toute leur vie, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, ça. Mais le dynamisme du laboratoire et ce lieu de vie et d'échange qu'on a réussi à créer grâce aux jeunes, il est pour l'instant très très attractif. Et c'est sûr que pour revenir sur l'aspect des données, j'ai envie de dire que nous, on se pose aussi beaucoup de questions parce qu'on a un niveau d'exigence éthique qui est assez élevé. Je dirais, sans faire preuve de mauvais esprit, que dans certaines sociétés, le problème est déjà résolu, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que les données sont commercialisées, tout simplement. Et dans des pays gigantesques comme les États-Unis ou la Chine, qui produisent des centaines de milliards de données, ils ne se posent plus cette question, en fait.
Donc ça va nous poser aussi encore un problème, ça va nous enfoncer un peu plus la tête. Il ne se pose pas de questions, mais enfin, on sait bien avec les histoires, ce qui s'est passé. Enfin, c'est grave d'un point de vue éthique avec tu sais bien les histoires d'élections, enfin, avec toutes ces armes. C'est vraiment. Enfin, bien sûr. Non, mais c'est sûr que la société numérique. On a ce côté-là, on avance peut-être moins vite, mais. La société numérique. Pas que ça nous freine de trop, mais. N'est pas qu'un bienfait, ça c'est clair. Oui. Là, j'ai exposé le côté positif, des possibilités. Incroyable, mais bon, c'est effectivement une grosse réflexion à entraîner derrière. Non, parce que c'est vrai qu'il y a plein de rêves autour. Hein. En oui, termes de fonctionnement, c'est super. Hein. Bien sûr. Mais quand il y a une fan électrique et informatique, oui, on retourne à l'âge de pierre. Les professionnels sont perdus après. Il y a une chose que... Bonsoir, d'abord, et merci beaucoup pour votre intervention qui était hyper intéressante. Moi, je vais retourner plus bas. Dans le parcours du soin du patient, vous dites il arrive à l'accueil et on lui établit son jumeau numérique. Comment? Non, il arrive en fait, alors je me suis mal exprimé. Il arrive parce qu'il est déjà venu dans l'hôpital, on lui a constitué son jumeau numérique. Et il arrive à l'accueil, il active par la nouvelle génération de carte vitale, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de la sortir de sa poche, elle est détectée automatiquement par un portique. Du coup, le jumeau est activé comme dans une bibliothèque en fait. Et les médecins sont... Voilà. Alors, une deuxième question, vous avez parlé donc du cerveau, après qu'on était en train de faire au niveau des reins. Et je voulais savoir, par exemple, sur les autres organes, notamment la prostate, où les biopsies sont faites largam à nu. Oui. Là, ça pourrait être également intéressant. Alors, c'est également ça. Alors là, moi, ma réponse, elle est... Alors, effectivement, techniquement, intellectuellement, c'est tout à fait possible sur le foie et la prostate, qui sont des organes mous au sens physique du terme, et donc sur lesquels on peut faire une caractérisation tissulaire très facile avec l'IRM. Là, pour l'instant, on n'a pas attaqué ce champ-là parce que on n'a pas toutes les compétences. Oui, c'est beaucoup de travail et on n'a pas. On n'est qu'une petite cinquantaine de personnes en matchant les deux équipes, et donc ça fait quand même beaucoup de travail. C'est peut-être fait un peu ailleurs puisque vous êtes. Oui, alors pas encore beaucoup. Hein. C'est encore confidentiel comme technologie et surtout comme dynamique. Bon, il y a d'autres endroits dans le monde où ça commence à émerger, mais sur la prostate, je pense que ça émergera assez vite, parce qu'effectivement, il y a. Alors, une troisième. Allez-y, monsieur. Oui, bon, la troisième, et puis je m'arrêterai. Vous avez parlé des génomes au niveau des caractérisation génomique. Oui, des tumeurs. Mais comment il y a eu d'abord une corrélation entre la biopsie et... Oui. D'accord. À chaque fois que vous trouvez quelque chose qui n'est pas caractérisé, vous faites une. Bien sûr, on s'est basé sur tout ce qui a été fait auparavant et pour mettre encore. Et on continue d'ailleurs. Oui, c'est une sorte de bibliothèque des données, etc. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Justement, donc c'est pour revenir sur ce commentaire là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez corrélé en fait les formes génétiques aux données d'imagerie, et donc vous avez des spécificités d'imagerie qui vous permettent de faire. C'est ça. Vous avez ensuite corrélé aux données biologiques. Le dictionnaire. D'accord. Et je voulais faire alors c'est pas une question, c'est un commentaire cette fois-ci, c'est par rapport à la biopsie virtuelle, laquelle moi je rajoute fonctionnelle, et c'est pas anodin, parce qu'en fait, sur une biopsie de rein, une biopsie rénale, c'est pas anodin. Vous pouvez faire saigner le patient. Ça peut se terminer en néphrectomie, enlever un rein pour faire une hémostase, c'est-à-dire pour arrêter le saignement, parce que le patient a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Et quand vous faites une biopsie rénale, c'est 0,1%. 0,1% des reins, et vous biopsiez qu'un seul rein. On ne fait jamais de biopsie sur les deux reins. Ça veut dire, du moins pas en même temps. Donc ça veut dire que vous avez 0,1% échantillonné. Ça veut dire quand même que quand vous regardez à côté de quelle quantité vous êtes susceptible de passer, le diagnostic d'une biopsie peut très bien être non contributif. Ou alors il vous faut un niveau lésionnel extrêmement important. Mais un niveau lésionnel extrêmement important qui finalement va faire que par cette exploration-là, vous avez tout le champ rénal. Alors là, c'est des images de 3T, ou non de 3T là, que tu nous as montré sur le rein.
Oui. sur l'ischémie. Et l'intérêt, c'est de faire évoluer justement aujourd'hui la 7T pour gagner à la fois sur cet aspect spectro, qui va vous donner les métabolites, là, qu'on a vu, les pics, hein, et donc les images, et donc vous donner vraiment un aspect fonctionnel du rein, et de vous donner donc des informations sur éventuellement les cellules qui sont présentes et comment les choses se passent. Il manquera toujours probablement peut-être une signature, mais qu'on pourra, qui est peut-être une signature plus histologique, mais qu'on pourra en tout cas obtenir par des données certainement biologiques qui pourront venir compléter. Ce qui veut dire que vous allez être beaucoup moins traumatique et surtout passer complètement à côté d'un échantillonnage de 0,1% qui peut tout à fait ne pas nous donner le diagnostic et donc donner des informations extrêmement utiles. Ça veut dire surveiller les greffons, ça veut dire surveiller tout un tas de choses et vraiment être vraiment informé de tout ça. Donc c'est vraiment une approche qui est ce côté-là qui est extrêmement importante, extrêmement complémentaire. J'avais une autre question. À un moment, quand tu nous dis, en faisant finalement une imagerie, on va pouvoir définir la croissance tumorale potentielle. Oui. Sur une mesure, enfin sur une image simplement, ou Oui, il faudra qu'il y ait plusieurs l'algorithme images. basé sur le tenseur, c'est la diapo qui exploite les données du tenseur de diffusion. On a un modèle qui permet d'extrapoler en fait la croissance avec rapporté au temps, effectivement. D'accord. Sur Effectivement. juste une image, ça c'est intéressant parce qu'en général il en faut peut-être. Mais souvent, c'est pas une imagerie pronostique par rapport à la clinique. C'est-à-dire c'est une imagerie qui juste prédit le développement, le sens du développement, l'anisotropie, enfin l'axe principal de l'anisotropie de développement. Et on sait par contre que la croissance au volume, elle est qui nécessite au moins 2 points, elle est pronostique de la survie. C'est intéressant parce qu'on pouvait s'attendre à avoir plusieurs mesures finalement pour établir une cinétique, ce qu'on a besoin en biologie par exemple. La tendance, c'est d'arriver à faire effectivement du temporel, une extrapolation temporelle à partir d'un seul tir. Mais c'est compliqué sur certains aspects. On n'a pas encore résolu totalement le problème. Et par rapport à la discussion sur les aspects effectivement sécurité et tout ça, va se rajouter l'utilisation dans le cadre de la télémédecine aussi. Parce que ces entrepôts de données avec les avatars qui vont être dedans, il va falloir quand même faire extrêmement attention. Alors par contre, ça va être extrêmement précieux parce que ça veut dire qu'on pourra avoir tout un tas d'informations qui vont arriver, mais là, on est encore sur notre approche éthique de la télémédecine. Et là, va se greffer un aspect supplémentaire qui a été discuté à l'Académie de médecine, qui est discuté d'ailleurs dans les EPST à différents endroits, c'est quelle est la responsabilité. C'est ça. D'abord, comment est-ce que l'on définit l'erreur médicale dans la télémédecine? Et quelle sera la responsabilité de l'erreur médicale potentielle en télémédecine? Surtout avec des outils comme ça. Comment? Avec des outils comme ça va être assez... Alors, une vraie question. Déjà, bonsoir à tous. Ma question, ce serait par rapport aux patients. Est-ce qu'ils ont le choix de se faire créer leurs jumeaux numériques ou... Alors, on n'en est pas encore au stade où on va donner effectivement je pense que, très sincèrement, je pense qu'un jour, on n'aura plus le choix parce que la structure de soins imposera ce mode de fonctionnement. C'est un peu comme le dossier patient numérique. Là, on a donné le choix aux gens pendant un certain temps, mais il y a un moment, ça va devenir quand même obligatoire. Pour l'instant, on n'en est pas là parce que le jumeau, il est pas... il marche, il y a certains aspects qui marchent et on exploite ça à l'intérieur de la structure hospitalière. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé à la phase industrielle où on pourra l'utiliser pour les patients de façon massive. Donc on n'en est pas à l'étape où on va demander l'autorisation au patient, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de lui fournir un service complètement intégré. Donc, mais on a le temps de réfléchir. Mais par contre, moi je pronostique quand même une utilisation beaucoup plus large et un jour obligatoire, parce que je comprends le sens de votre question. Hein, donner à l'autorité le droit de vous créer un double numérique, ça peut être angoissant, effectivement, et poser des soucis. Je pense qu'il faudra une évolution sociétale petit à petit. Les choses ne se font pas du jour au lendemain avec une bascule autoritaire, ça c'est pas la question. Mais la rationalisation, je pense que le jumeau numérique participera de la rationalisation du soin.
parce qu'on a une médecine quand même qu'il ne faut pas non plus se mentir. Hein. On est dans un pays dont les richesses ne sont pas illimitées et dont la demande de soins augmente chaque année de façon, sinon exponentielle, du moins largement linéaire. Et donc, on a un vrai enjeu de rationalisation des soins. Et le jumeau numérique, je vais vous donner un exemple. Ça vous évitera d'avoir 2 fois le même scanner pour la même question. Ce qu'on voit, mais toutes les semaines, je vois des patients qui ont un 2e examen pour répondre à une question pour laquelle ils ont déjà eu un examen, mais qui viennent sans les images, qui viennent sans nous dire parfois, parce qu'ils sont pas forcément en état de nous le dire, et puis parce que l'information ne circule pas, etc., etc. Et là, il y a un outil de rationalisation à penser qui ne peut pas relever de la feuille de papier et du carnet de santé. Ça, on a dépassé ce stade-là. Le côté massif des données nous oblige en quelque sorte, en tant qu'acteur de la société, à rationaliser cette démarche. Est-ce qu'il y a encore une question en complément ? Oui, peut-être sur le rôle de la société Siemens dans le LabCom. Alors peut-être oui, ça vous amènerait à développer des sujets trop techniques, mais ce serait intéressant qu'on connaisse les axes de recherche sur lesquels travaille cette entreprise en complément des questions que vous vous posez. J'ai cru comprendre qu'il y avait un défi sur la qualité, on pouvait encore augmenter la qualité de l'image qu'on peut obtenir, bien que les comparaisons que vous avez montrées entre 3T et 7T sont déjà très très parlantes. Mais est-ce qu'on peut avoir quelques idées du travail qui est réalisé dans ce laboratoire commun, qui est quand même aussi une curiosité en termes de recherche, qui est vraiment très intéressant? Oui, alors et le premier truc, c'est qu'on a une liberté totale, c'est-à-dire que jamais, à aucun moment, l'industriel ne nous a demandé d'orienter nos recherches dans telle ou telle direction. Ils sont alors c'est totalement étanche. Mais effectivement, on fait quand même des choses qui peuvent leur servir à un moment ou à un autre, et ça, du coup, on aura un partage contractuel de certains aspects. Si on développe certains logiciels qui améliorent la qualité des images, qui permettent d'augmenter le niveau d'information des images, ça, c'est quelque chose qu'on fait en partage avec eux. La convention avec Princeton, elle se fait avec Siemens, mais on ne le vit pas comme une contrainte, mais bien comme une opportunité, parce qu'on a la possibilité de travailler avec une des plus grandes facs du monde. C'est pas anodin. Et on ne vend pas notre âme au diable, on est simplement vraiment dans le partage et le co-développement. Puis on est un des sites les plus pourvoyeurs de données 7T au monde à l'heure actuelle. Donc on a pris une place qui était vacante et qu'on a occupée. Et finalement, la société Siemens s'y retrouve bien, parce qu'en fait, je vais vous dire, son principal bénéfice, c'est quoi? C'est qu'elle alimente en plus, c'est très encadré, hein, c'est un partenariat avec le CNRS. Donc ça lui ouvre droit, on ne va pas non plus cacher ça. Je pense que ça lui ouvre droit, ce qu'elle investit dans la recherche, elle s'y retrouve quelque part, et surtout en termes d'image, sans mauvais jeu de mots, une société mondiale comme ça qui aide des centres de recherche, des gros labos, en partenariat avec des grandes institutions comme le CNRS, ça ne peut que leur apporter une image positive. Donc ils s'y retrouvent pleinement, mais sans pour autant bénéficier directement de nos axes de recherche. En tout cas, pas de façon immédiate. Voilà. Mais ça leur fait une publicité énorme d'entendre parler du jumeau numérique qui est développé sur les données d'IRM7T, dont ils sont à l'heure actuelle les seuls à posséder une autorisation clinique. Donc ça, c'est extrêmement précieux pour eux. Noël Richard du laboratoire XLIM. Cette question de la relation avec l'industriel dans la recherche, c'est une question que dans le domaine des sciences pour l'ingénieur et du numérique, on ne se pose pas. Au quotidien, nous avançons parce que nous avons ce type de partenariat. Aujourd'hui, il y a tous les moyens d'écrire des protocoles de partenariat qui nous protègent sur la propriété intellectuelle de tout ce que l'on fait et qui permet aux partenaires de profiter des innovations que l'on a créées avec ces moyens. Donc au contraire, ce que l'on cherche dans ces partenariats quand on fait ça, c'est avoir accès à quelque chose qui est un tout complet. Ne pas être que dans la recherche fondamentale. Et c'est tout à fait ce qui, pour nous, dans la collaboration dans la plateforme I3M est important.
On est dans un endroit où on ne fait pas que la recherche fondamentale. On va jusqu'à l'expert et au end-user, à l'utilisateur, au patient. Toute la problématique est posée avec les temps de la recherche fondamentale, mais qui sont au quotidien à côté du problème de l'usage et de où cela va demain avec la masse de données, avec l'énergie. On ne peut pas résoudre toutes les questions en même temps, mais en tout cas avoir un lieu unique où on peut poser toutes ces questions avec différents intervenants à l'intérieur qui prennent chacun leur travail sur les niveaux de questions pour gagner du temps. Voilà, un tel système et un tel protocole permet de gagner quasiment 20 ans. Parce que là, toutes les questions sont abordées en même temps. Au fur et à mesure que l'innovation apparaît, transparaît, eh bien, on est déjà en train de parler de l'usage et de l'utilisation clinique et de protéger tout ça et de valoriser tout ça. Normalement, quand on fait un développement théorique, 3-5 ans pour avoir une preuve de concept, et derrière, on remet 3-5 ans pour la valorisation. On est sur des échelles de 10 ans. Là, tout d'un coup, en moins de 3-5 ans, on a atteint la valorisation. Et surtout, nous, dans nos labos de recherche, moi, je travaille sur de la texture à un niveau... Voilà, on produit les normes et les recommandations. Je le fais dans d'autres domaines, l'industrie, le patrimoine, le satellitaire. Mais quand j'interviens avec I3M, ici, toute cette masse, tout ce savoir, il est appliqué dans un contexte avec un point de vue qui n'était pas celui qui était le leur, mais on développe un point de vue commun où tout le monde gagne. Donc c'est un accélérateur terrible d'innovation et de valorisation. Et l'industriel, il a sa place là-dedans, parce qu'à un moment donné, il est aussi pourvoyeur d'idées. Et n'oublions pas, si on remet ça dans un contexte industriel, la norme, la recommandation, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir confiance dans quelque chose qui a été validé, qui a été recommandé, normalisé au niveau mondial, ça veut dire que tout d'un coup, on va trouver plusieurs industriels qui vont produire des outils et que le prix de ces outils va descendre. Donc derrière ça, il y a un aspect sociétal, il y a un aspect républicain important. Là, on est sur des objets de recherche, le prix de ces objets est colossal. Forcément, ça nous pose des problèmes de territoire, mais déjà en impactant au niveau norme, on espère pouvoir diffuser ça sur le territoire de façon plus pérenne. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention et puis ces perspectives d'avenir. Je vous souhaite une très belle soirée. Le prochain rendez-vous de ce cycle de conférences, ça sera le 11 janvier sur la psychothérapie des traumas réinventée en temps de guerre et de pandémie depuis l'Antiquité. Donc là, notre invité sera Françoise Davoine, qui est psychanalyste et maître de conférence en sociologie à l'EHESS. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée.